Ma femme Julie m'a quitté et s'est installée avec un autre homme parce qu'elle pensait que j'étais trop ennuyeux. À peine un mois plus tard, elle n'a pas cessé d'appeler et d'essayer de suivre chacun de mes mouvements. J'ai simplement répondu « Félicitations, vous avez officiellement rejoint les statistiques des épouses qui regrettent d'avoir quitté leur mari ennuyeux. » Ce qui s'est passé ensuite a choqué tout le monde. Julie est partie mardi dernier, et honnêtement, c'était la meilleure décision qu'elle ait jamais prise pour nous deux. Elle se tenait là, dans notre salon, sa valise déjà prête, me disant que j'étais trop ennuyeux pour sa nouvelle vie passionnante. Apparemment, être un mari fiable qui payait les factures et rentrait à la maison chaque soir n'était plus assez palpitant. J'ai besoin de quelqu'un qui vit vraiment la vie, a-t-elle dit, comme si elle lisait un livre de développement personnel. Quelqu'un qui prend des risques et qui me fait me sentir vivante. J'étais assis sur le canapé, la télécommande à la main, regardant sa performance dramatique. Alors, tu l'as déjà trouvé ? Son visage est devenu rouge. Cela n'a rien à voir avec quelqu'un d'autre, d'accord ? C'est pour cela que tu pars avec un sac emballé et un maquillage fait comme si tu allais à un rendez-vous amoureux. J'ai éteint la télévision et je l'ai regardé directement. Dis-le simplement. Tu m'échanges contre quelqu'un que tu penses être meilleur. Elle s'est mise sur la défensive, a commencé à parler de la façon dont nous nous étions éloignés, de son besoin d'espace pour se retrouver et toutes les phrases habituelles que les gens utilisent lorsqu'ils ont déjà trouvé quelqu'un d'autre mais qu'ils ne veulent pas passer pour les méchants. Tu sais quoi ? Je me suis levé et j'ai marché vers le tiroir du bureau. Rendons cela facile pour tout le monde. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé Maître Lefebvre, mon avocat, juste devant elle. Et, c'est moi. Oui, j'ai besoin que ces papiers de divorce soient rédigés ce soir si possible. Sa bouche est restée ouverte. Tu ne vas même pas te battre pour nous ? J'ai ri. J'ai réellement ri. Me battre pour quoi ? Une femme qui vient de me dire que je suis trop ennuyeux pour elle ? Cela serait assez pathétique, ne penses-tu pas ? Elle s'attendait à des larmes, à des supplications, peut-être à un discours dramatique sur la façon de s'arranger. Au lieu de cela, elle a trouvé un homme qui n'allait pas poursuivre quelqu'un qui, manifestement, ne voulait pas être attrapé. Mon avocat a livré les papiers mercredi matin. Mercredi après-midi, elle les avait signés. Aucune hésitation, aucune remise en question, juste sa signature et un commentaire sur la maturité dont nous faisions preuve par rapport à toute cette affaire. Le même jour, j'ai appelé le propriétaire. Je romps le bail prématurément. Oui, je paierai la pénalité. Quand puis-je être parti ? Voyez-vous, pendant qu'elle faisait ses valises pour emménager avec son monsieur passionnant, je faisais des calculs. Sans ses soins de thalasso, son addiction au café de spécialité et ses séances de thérapie par le shopping, j'envisageais un surplus de 1 400 € par mois, au minimum. Soudain, cette pénalité de bail ne semblait pas si grave. Vendredi, j'avais trouvé un endroit à 3 rues de mon bureau, une maison de ville avec un garage, du parquet ancien et un loyer qui était en réalité inférieur à ce que nous payions pour notre appartement exigu. L'ironie ne m'a pas échappé. Perdre Julie était littéralement la meilleure décision financière que j'avais prise depuis des années. Le week-end où elle a emménagé avec son nouveau petit ami, je chargeais mes affaires dans le nouvel endroit. Aucune adresse de redirection laissée derrière moi, aucun avertissement aux amis communs. Une rupture nette, exactement comme elle le voulait. Lundi matin, j'ai conduit jusqu'au travail en 12 minutes au lieu de 45. Mardi, j'ai déjeuné à cette brasserie au bout de la rue que j'avais toujours voulu essayer, mais qu'elle disait être trop grasse. Mercredi, j'ai acheté un nouveau système de sonorisation pour le salon sans que personne ne se plaigne de la dépense. Par jeudi, j'ai réalisé quelque chose qui aurait probablement dû me traverser l'esprit il y a des années, je n'étais pas celui qui était ennuyeux dans ce mariage. J'étais juste celui qui payait pour le divertissement de quelqu'un d'autre. Mon téléphone a vibré avec des messages de ses amis me demandant si j'allais bien et s'ils pouvaient faire quelque chose. Je les ai supprimés sans répondre. Si elle voulait me peindre comme le mari tragique et abandonné, c'était son affaire. J'avais mieux à faire que de gérer son récit. La partie la plus drôle ? Elle était partie en pensant qu'elle me punissait, en me donnant une leçon sur l'appréciation de ce que j'avais. Au lieu de cela, elle m'avait libéré d'une relation où je n'étais apparemment rien de plus qu'un distributeur automatique de billets ennuyeux avec un emploi stable. 2 semaines après le début de ma nouvelle vie, je dormais mieux, je mangeais ce que je voulais et je rentrais dans une maison qui restait propre. Pas de drame,
pas besoin de marcher sur des œufs, pas de plainte constante sur le fait que je n'étais pas assez spontané. J'ai bloqué son numéro, bloqué ses réseaux sociaux, bloqué son courrier électronique. Non pas par colère, mais par sens pratique. Quelles que soient les conséquences de ses choix, c'était à elle de les assumer. Je n'étais pas intéressé par les mises à jour, les explications ou les excuses. Elle voulait de l'excitation, elle pouvait l'avoir. Quant à moi, j'étais parfaitement satisfait d'être ennuyeux dans ma nouvelle maison avec mon trajet plus court et mon solde bancaire considérablement amélioré. Il s'avère qu'être trop ennuyeux pour quelqu'un qui pense que l'herbe est toujours plus verte ailleurs est en réalité un compliment. Il a juste fallu qu'elle parte pour que je m'en rende compte. 3 semaines après le début de ma nouvelle vie, je commençais à comprendre ce que la liberté financière signifiait réellement. Plus de passages chez Monoprix à 90 € qui se transformaient inexplicablement en 280 €. Plus de services d'abonnement que je n'utilisais pas mais dont elle avait absolument besoin. Plus de partage de factures de restaurant avec ses amis pendant que je restais assis à les écouter se plaindre de leur propre mari. La maison était tout ce que cet appartement exigu n'était pas, un îlot de cuisine où je pouvais réellement cuisiner sans heurter quelqu'un, un garage où je pouvais me garer sans jouer à Tetris avec sa collection de colis Amazon, et plus important encore. Un bureau à domicile où je pouvais travailler en paix sans interruption constante concernant son drame quotidien. J'ai acheté une cafetière de qualité, le genre qu'elle disait toujours être inutile parce que les cafés en terrasse existaient. Il s'avère que faire du café à la maison permet d'économiser environ 35 € par semaine. Qui l'eût cru? Eh bien, probablement tout le monde sauf quelqu'un qui pensait que les lattes à 4,50 € étaient un droit humain fondamental. Ma routine était simple. Lever à 6 heures, café et petit déjeuner à la maison, 12 minutes de route pour le travail, déjeuner dans n'importe quel endroit qui semblait bon, pas seulement les bars à salade sur lesquels elle insistait parce qu'ils étaient plus sains pour nous deux et retour à la maison à 17h30. Pas de maux de tête dus à la circulation, pas de détour pour récupérer son dernier achat d'urgence. Le silence était incroyable. Pas de drame de télé-réalité en arrière-plan, pas d'appel téléphonique à sa mère pour discuter de chaque détail de notre relation, pas de commentaires constants sur ce que les voisins faisaient de mal avec leur jardin. Je l'ai bloqué sur tout, téléphone, courrier électronique, Instagram, Facebook, même LinkedIn. Parce que, la connaissant, elle essaierait probablement cela aussi. Non pas parce que j'étais blessé, mais parce que je ne me souciais sincèrement pas de ce qui se passerait ensuite dans son aventure. Elle avait fait son choix, signé les papiers sans hésitation et était passée à autre chose. Moi aussi. Mais apparemment, l'univers a un sens de l'humour concernant ces choses-là. Thomas, un collègue de travail, a mentionné l'avoir croisé au supermarché. Elle a demandé de tes nouvelles, a-t-il dit comme s'il s'agissait d'une conversation décontractée. Elle voulait savoir comment tu allais, si tu avais dit quelque chose à son sujet. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que tu semblais aller bien. Quoi? J'ai haussé les épaules, juste par curiosité. Mais ce n'était pas seulement lui. Au cours des jours suivants, 3 personnes différentes ont mentionné des rencontres similaires. Elles posaient des questions, cherchaient des informations, essayaient de comprendre comment je gérais le divorce. À chaque fois, j'ai donné la même réponse, je vais bien. Parce que j'allais mieux que bien. En réalité, mon compte bancaire était plus sain, mon niveau de stress était au plus bas, et je redécouvrais des passe-temps que j'avais oubliés. Comme lire des livres au lieu de l'écouter disséquer chaque épisode de n'importe quelle émission de télé-réalité qui ruinait actuellement sa capacité à avoir des attentes réalistes sur la vie. La partie la plus révélatrice était la rapidité avec laquelle ces questions passaient d'une préoccupation générale à des détails spécifiques. Pas seulement comment va-t-il? Mais a-t-il mentionné mon nom? Et semble-t-il contrarié? Et ma préférée, est-ce qu'il voit quelqu'un? J'ai appris cette dernière question lorsque M. Girard, mon ancien voisin, a appelé. Nous étions assez amicaux, nous avions l'habitude de discuter du Tour de France quand je sortais les poubelles. Et, ton ex est passé te chercher, a-t-il dit. Elle semblait surprise que tu aies déménagé. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que tu étais parti. Que le bail était terminé. Elle n'arrêtait pas de demander où tu étais allé comme si j'étais censé le savoir. Elle est devenue assez insistante aussi. C'était intéressant. Elle avait signé ses papiers de divorce comme si elle avait hâte d'en finir avec notre mariage, mais maintenant elle traquait mes anciens voisins. Soit sa nouvelle relation ne se passait pas comme prévu, soit elle avait de sérieux regrets concernant ses choix.
Quoi qu'il en soit, ce n'était plus mon problème. Je l'ai remercié pour l'avertissement et je suis retourné à l'assemblage de mon nouveau centre de divertissement, celui que j'avais commandé sans demander de permission, payé sans justifier la dépense, et installé exactement là où je le voulais dans mon salon. La meilleure partie d'être trop ennuyeux est que les gens ennuyeux ne créent pas de drames inutiles. Ils ne prennent pas de décisions impulsives qu'ils ne peuvent pas annuler. Ils ne brûlent pas les ponts pour ensuite se demander pourquoi ils ne retrouvent pas leur chemin. Elle voulait de l'excitation, le genre qui accompagne l'incertitude, l'instabilité et, apparemment, un sérieux remords de l'acheteur. Elle pouvait le garder. J'étais parfaitement heureux avec ma routine prévisible, ma maison confortable et mes soirées sans drame. Mais quelque chose me disait que ce n'était que le début de ces tentatives pour comprendre ce que je devenais. Heureusement, j'avais appris il y a longtemps que la meilleure façon de gérer une attention non désirée est de se rendre complètement indisponible pour celle-ci. 6 semaines après la signature des papiers de divorce, j'ai reçu un appel qui a tout expliqué. C'était à nouveau Monsieur Girard, et cette fois il semblait sincèrement inquiet. « Ton ex est encore apparu » a-t-il dit. Mais cette fois, elle avait l'air mal en point. Vraiment mal. Elle demandait si j'avais ta nouvelle adresse, ton numéro de téléphone, n'importe quoi. Quand j'ai dit non, elle a commencé à pleurer juste là, sur le pas de ma porte. C'était inattendu. La femme qui était partie la tête haute, parlant de vivre la vie pleinement, pleurait maintenant à la porte d'un étranger en essayant de me retrouver. A-t-elle dit ce qu'elle voulait? Elle n'arrêtait pas de dire qu'elle avait besoin de te parler, que c'était important. J'avais de la peine pour elle, mais je n'avais rien à lui donner de toute façon. Après avoir raccroché, j'ai commencé à assembler certaines choses que j'avais entendues par le bouche à oreille. Apparemment, Monsieur Passionnant s'était révélé être nettement moins passionnant que prévu. Plutôt comme Monsieur sans emploi avec un problème de casino. Ma petite amie l'avait appris par une amie, qui connaissait apparemment toute l'histoire. L'homme pour qui elle m'avait quitté. Il s'est avéré qu'il était entre 2 contrats, entre 2 squats et entre plusieurs autres femmes. Un mouvement classique de manipulateur, dire à chacune exactement ce qu'elle veut entendre jusqu'à obtenir ce dont il a besoin. Selon les rumeurs, il l'avait convaincu d'investir dans un projet de crypto-monnaie bidon. Ses économies, l'argent de la vente de sa voiture, même des avances de fonds de ses cartes de crédit, tout avait disparu en 3 semaines. Puis il était passé à sa cible suivante, la laissant faucher et à la rue. Mais voici ce qui m'a vraiment frappé, elle n'avait pas seulement perdu de l'argent, elle avait perdu tout son réseau. Voyez-vous, lorsque vous annoncez bruyamment que votre mari ennuyeux n'est pas assez bien pour votre nouvelle vie passionnante et que vous emménagez immédiatement avec quelqu'un d'autre, les gens s'en souviennent. Quand tout s'effondre, ces mêmes personnes ne se précipitent pas exactement pour vous aider. Ses amis lui faisaient apparemment subir le traitement du « je te l'avais bien dit » au lieu de lui offrir l'asile. Sa famille se montrait solidaire mais distante, le genre de soutien qui s'accompagne de beaucoup de jugement. Et son nouveau compagnon? Parti comme s'il n'avait jamais existé, emportant chaque centime qu'elle lui avait confié. L'ironie était si forte qu'on aurait pu la couper au couteau. Elle m'avait traité d'ennuyeux parce que j'étais prudent avec l'argent, parce que je ne prenais pas de risques stupides, parce que je planifiais l'avenir au lieu de vivre dans l'instant présent. Ces qualités exactes dont elle s'était moquée étaient celles qui auraient pu la protéger de ce naufrage. Mais ce n'était plus mon problème. Je l'avais bloquée pour une raison, et cette raison devenait plus claire chaque jour. Certaines personnes créent leurs propres problèmes et s'attendent ensuite à ce que les autres les résolvent. J'avais passé des années à être son filet de sécurité. Et où cela m'avait-il mené? Des papiers de divorce et une leçon sur le fait d'être trop prévisible. Mon téléphone a commencé à vibrer avec des numéros inconnus. Des appels auxquels je n'ai pas répondu. Des messages vocaux que j'ai supprimés sans les écouter. Si elle essayait de me joindre, elle allait devoir essayer plus fort que d'emprunter les téléphones de ses amis. La partie la plus pathétique était à quel point toute cette situation était prévisible. N'importe qui avec un minimum de bon sens aurait pu voir cela venir. Un type sans emploi, sans adresse fixe, et des discours mielleux sur l'argent facile? Ce n'est pas un partenaire. C'est un escroc. Mais elle avait été tellement concentrée sur le fait de prouver que je n'étais pas assez bien pour elle qu'elle avait ignoré chaque signal d'alarme. J'étais en train de monter une étagère quand mon téléphone a sonné avec un numéro que je reconnaissais réellement. Maître Lefebvre. Je voulais juste te prévenir, a-t-il dit. Ton ex a appelé mon étude pour demander la réouverture de la procédure de divorce.
Elle veut apparemment rediscuter de la liquidation de la communauté. J'ai ri. Quel bien! Elle a pris ce qu'elle voulait et a signé des papiers disant qu'elle était satisfaite de l'arrangement. C'est ce que je lui ai dit, mais elle semblait penser qu'il y avait peut-être eu une sorte d'erreur, que peut-être elle avait signé trop vite. Aucune erreur. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. C'est ce que je pensais. J'ai juste pensé que tu devrais savoir qu'elle cherche des recours juridiques. Après avoir raccroché, la situation est devenue encore plus claire. Elle n'était pas seulement fauchée et sans abri. Elle était assez désespérée pour tenter une manipulation juridique afin de remettre la main sur mes finances. La femme qui était partie sans un regard en arrière essayait maintenant de trouver des failles dans le divorce qu'elle avait elle-même exigé. Mais elle avait signé ses papiers avec la même confiance qu'elle avait utilisée pour me dire que j'étais trop ennuyeux pour son avenir passionnant. Aucune coercition, aucune pression, juste sa signature et sa certitude qu'elle faisait une affaire. Maintenant que son échange s'était transformé en un désastre complet, elle voulait recommencer, comme si la vie était une sorte de jeu vidéo où l'on pouvait recharger une partie après avoir fait un mauvais choix. Ce n'est pas ainsi que fonctionnent les conséquences. Ce n'est pas ainsi que fonctionnent les décisions d'adultes. Et ce n'est certainement pas ainsi que je fonctionne. Elle avait fait son lit avec son monsieur passionnant. Maintenant, elle n'avait qu'à trouver où dormir. 2 mois après son départ, mon téléphone a vibré avec un message d'un numéro inconnu. J'ai failli le supprimer sans le lire, mais quelque chose m'a poussé à regarder. Je sais que tu ne veux probablement pas entendre parler de moi, mais j'ai vraiment besoin de parler. Pouvons-nous s'il te plaît avoir juste une conversation ? J'ai fait des erreurs et je pense que nous méritons tous les deux de tourner la page. Tourner la page ? C'était un comble. Elle avait tourné la page lorsqu'elle avait signé les papiers de divorce sans hésitation. J'avais tourné la mienne quand j'avais réalisé à quel point ma vie était meilleure sans son drame constant et son drainage financier. Mais savez-vous quoi ? Après 2 mois de paix, de calme et de prospérité réelle, je me sentais assez généreux pour lui donner exactement la réponse qu'elle méritait. J'ai répondu, « Félicitations, vous avez officiellement rejoint les statistiques des épouses qui regrettent d'avoir quitté leur mari ennuyeux. » Ensuite, j'ai bloqué le numéro, car voici ce qu'elle ne comprenait pas, tourner la page n'est pas une conversation. Ce n'est pas un entretien où les 2 personnes expliquent leurs sentiments pour repartir soulagées. Tourner la page, c'est accepter que certaines décisions sont irréversibles, que certains ponts sont réduits en cendres et que certaines erreurs ont des conséquences définitives. Elle avait eu sa chance de réfléchir avant de partir. Elle avait eu sa chance de considérer les risques avant de signer ses papiers. Elle avait eu sa chance d'apprécier ce qu'elle avait avant de décider que ce n'était pas suffisant. Maintenant, elle voulait une seconde chance, un bouton reset, une sorte de négociation où elle pourrait expliquer comment son manque de discernement était aussi de ma faute. Cela n'arriverait pas. Je sortais déjà avec quelqu'un de nouveau à ce moment-là, Clara. Rien de sérieux encore, mais certainement quelqu'un qui appréciait la stabilité plutôt que le chaos, la responsabilité plutôt que l'imprudence. Quelqu'un qui pensait que mon approche réfléchie de l'argent était une qualité plutôt qu'un ennui, qui aimait rentrer dans une maison propre et retrouver un partenaire qui ne créait pas constamment des crises à résoudre. Le contraste était incroyable. Là où mon ex avait vu une routine lassante, cette femme voyait de la fiabilité. Là où mon ex avait vu un manque de folie, elle voyait une organisation rassurante. Là où mon ex avait vu une frilosité financière, elle voyait sagesse et sécurité. C'était comme découvrir que je n'étais pas le problème dans mon mariage après tout, j'étais simplement marié à quelqu'un qui confondait le drame avec l'excitation et le chaos avec l'aventure. Mon téléphone a vibré à nouveau quelques heures plus tard. Numéro différent, même énergie désespérée. S'il te plaît, ne me bloque pas encore. Je sais que je t'ai fait du mal et je sais que j'ai fait des choix terribles, mais je suis dans de vrais ennuis et je ne sais pas vers qui d'autre me tourner. Ne pouvons-nous pas au moins en parler comme des adultes ? Cette fois, je n'ai même pas répondu, j'ai simplement bloqué le numéro et je suis retourné préparer le dîner. Un vrai dîner, pas un de ces plateaux de sushi hors de prix sur lesquels elle aurait insisté parce qu'elle était trop fatiguée pour cuisiner après avoir passé la journée à faire les boutiques. Le schéma a continué au cours des jours suivants. Des numéros différents, le même message de base. Des excuses entremêlées de justifications. Du regret mêlé à des tentatives subtiles de me faire culpabiliser et des tactiques de manipulation classiques de la part de quelqu'un qui faisait enfin face au retour de flamme de ses propres choix.
Mais j'ai appris quelque chose d'important pendant notre mariage, on ne peut pas raisonner avec quelqu'un qui est fondamentalement déraisonnable. On ne peut pas réparer quelqu'un qui ne se voit pas comme brisé. Et on ne peut certainement pas aider quelqu'un qui ne sollicite votre aide qu'après avoir épuisé toutes les autres ressources. Elle avait brûlé ce pont lorsqu'elle était partie en me traitant d'ennuyeux. Elle avait salé la terre lorsqu'elle avait signé ses papiers de divorce sans sourciller. Elle avait clairement indiqué que je ne valais pas la peine qu'on se batte pour moi, que notre mariage ne valait pas d'être sauvé, que sa nouvelle vie trépidante valait plus que notre passé commun. Maintenant que son aventure s'était transformée en naufrage, elle voulait revenir en rampant. Elle voulait de la compassion de la part de l'homme même qu'elle avait dénigré. Elle voulait du secours de la part de la personne même qu'elle avait jugée trop prévisible pour son tempérament voyageur. L'audace était presque fascinante. Je me suis versé un verre de vin, je me suis installé dans mon salon confortable, dans ma maison saine avec mon compte bancaire au vert, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis des années, une sérénité totale. Pas de crise, pas d'urgence, pas de sacrifice financier immédiat à consentir. Pas de chantage affectif déguisé en discussion de couple. Juste une soirée calme, un bon repas et la satisfaction de savoir que certains problèmes se règlent tout seuls si l'on refuse d'y prendre part. Elle voulait tourner la page. C'était fait. Elle n'aimait simplement pas l'épilogue. 2 jours après avoir envoyé ce message, je rentrais chez moi après le travail quand j'ai remarqué quelqu'un assis sur le bord du trottoir en face. Au début, j'ai cru que c'était quelqu'un qui attendait un Uber. Mais quand je suis sorti de ma voiture, elle s'est levée. Il m'a fallu un instant pour la reconnaître. 2 mois plus tôt, elle était partie en ressemblant à un mannequin sortant d'un studio. Coiffure impeccable, maquillage de soirée, une tenue qui coûtait probablement plus cher que toutes mes factures d'énergie réunies. La femme qui se tenait devant ma maison avait l'air d'avoir dormi sur une banquette arrière pendant une semaine. Elle m'avait manifestement suivi depuis mon lieu de travail, ce qui était à la fois pitoyable et un peu inquiétant. Mais ce qui m'a frappé, c'est à quel point elle était dévastée. Ce n'était pas juste une méforme passagère. C'était quelqu'un dont l'existence même s'était effondrée. Je suis entré chez moi sans un mot. Elle voulait jouer les harceleuses. Soit, mais elle allait devoir faire plus que camper sur la voie publique si elle pensait m'arracher une conversation par la culpabilité. 20 minutes plus tard, on a frappé à ma porte. J'étais dans la cuisine en train de préparer le repas quand j'ai entendu le bruit. Hésitant d'abord, puis plus violent. J'ai ignoré et j'ai continué. Les coups ont redoublé, désespérés, devenant de véritables coups de poing contre le bois. Puis j'ai entendu une voix que je n'ai pas reconnue répondre. Je suis désolé, mais je n'ai ni nourriture ni argent à vous donner pour le moment. Clara était arrivée pendant que j'étais au fourneau et avait ouvert avant que je puisse intervenir. Elle avait vu mon ex-femme et avait cru avoir affaire à une sans-abri, ce qui, au fond, n'était pas loin de la réalité. Je me suis avancé vers le hall et je les ai vues toutes les deux, Clara, confuse d'avoir été un peu brusque avec quelqu'un qu'elle croyait dans le besoin, et Julie, absolument mortifiée d'être prise pour une mendiante. En fait, ai-je dit en arrivant, ce n'est pas une sans-abri. C'est mon ex-femme. Le silence a été pesant. Les yeux de Clara se sont agrandis. Le visage de Julie est passé par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel sous le poids de l'humiliation. « Oh mon Dieu !» a murmuré Clara. « Je suis vraiment désolé. Je ne savais pas. » « Ne t'excuse pas, lui ai-je répondu. L'erreur est compréhensible. » Et c'était le cas. La femme sur mon perron n'avait plus rien de l'épouse qui m'avait quitté pour plus de paillettes. Ses vêtements étaient froissés, mal taillés, sans doute récupérés dans une association. Ses cheveux étaient ternes, attachés à la va-vite. Elle avait fondu, mais d'une manière maladive. Elle ressemblait à quelqu'un qui ne se nourrissait plus que de stress depuis des semaines. « Pouvons-nous s'il te plaît juste discuter ?» a-t-elle articulé, la voix brisée. « Nous discutons. Tu as demandé à parler, et je te réponds que tu es dans un état lamentable. » Waouh! Je savais que ton histoire avec ton compagnon avait capoté, mais je n'imaginais pas que c'était à ce point. Clara m'a serré le bras, sans doute troublée par ma dureté. Mais elle n'avait pas le dossier complet. Elle n'avait pas entendu le laïus sur mon côté trop ennuyeux, l'installation immédiate chez l'autre, la signature rageuse du divorce. « Écoute, ai-je poursuivi, je ne sais pas ce que tu espérais en me filant après le boulot, mais la conversation que tu réclames a déjà eu lieu. Tu as fait tes choix.
Tu as signé les actes. Tu es parti. Le fait que ton plan ait foiré n'est pas un problème que je suis chargé de résoudre. Je sais que j'ai fait des erreurs, a-t-elle balbutié. Des erreurs? On ne quitte pas son mari pour un escroc par accident. On ne lui donne pas toutes ses économies par mégarde. On ne brûle pas tous ses vaisseaux parce qu'on est persuadé de trouver mieux ailleurs par simple distraction. Ce n'étaient pas des erreurs. C'étaient des choix délibérés. Des choix d'adultes avec des retours de bâton d'adulte. Elle s'est mise à pleurer, rendant la scène encore plus pénible. Clara nous regardait tour à tour, comme si elle venait de débarquer en pleine scène de ménage sans en avoir le contexte. Je n'ai nulle part où aller, a-t-elle sangloté. As-tu essayé le secours catholique? Ai-je demandé. On m'a dit qu'ils étaient efficaces pour aider les gens à repartir de zéro. Ça se tente. La froideur était assumée, mais la justice aussi. Elle avait passé des années à mépriser mon pragmatisme, ma stabilité jugée monotone, ma fiabilité prévisible. Elle découvrait enfin le prix de l'absence de ses valeurs. Et soudain, cela ne lui semblait plus si ennuyeux. S'il te plaît, a-t-elle murmuré. Je sais que je t'ai blessé, mais aide-moi au moins à savoir quoi faire. Quoi faire? Je me suis approché d'elle. Voici ce que tu vas faire. Tu vas accepter que certaines décisions sont irrévocables. Tu vas arrêter de venir chez moi. Tu vas cesser de me contacter. Tu vas trouver la force de te reconstruire sans attendre que l'homme que tu as jeté soit ton sauveur. J'ai marqué un temps d'arrêt. Et si tu continues à me harceler, je ferai appel à des professionnels de la loi pour gérer ça. Est-ce que c'est bien clair? Elle est restée pétrifiée, les larmes coulant sur ses joues, espérant sans doute encore un revirement héroïque, un moment de grâce où j'oublierais tout pour la recueillir. Mais la vie n'est pas un film, et je n'étais plus le paillasson qu'elle avait piétiné. Tu ne comprends pas, a-t-elle insisté, le désespoir dans la gorge. Il a tout emporté. Mes livrets, l'argent pour la voiture, même la caution pour un studio. J'ai eu confiance et il a tout bousillé. Et je suis censé m'en soucier parce que... Clara m'a de nouveau pressé le bras. Elle était visiblement mal à l'aise devant tant d'impassibilité. Mais elle ignorait que cette femme m'avait traité de poids mort, de type limité et médiocre. Elle ignorait tout du discours sur le besoin de vibrer. Parce qu'on a été mariés 5 ans, a lâché mon ex. Ça doit bien compter. Ça a compté. Ça a compté assez pour que tu t'en débarrasses sans un regret. Ça a compté assez pour que tu signes le divorce dans la semaine suivant mon dépôt de plainte. Ça a compté assez pour que tu t'affiches tout de suite avec un autre en criant sur tous les toits que tu revivais enfin. Je voyais Clara analyser ses propos, sa pitié se transformant en une compréhension froide. Elle voyait enfin le vrai visage de la situation. Mais j'avais tort, a soufflé Julie. C'était une méprise totale. Je pensais vouloir l'aventure, mais j'avais besoin de stabilité. De ce que j'avais avec toi. Ce que tu avais avec moi, c'était un mari qui gérait le foyer, qui était là chaque soir et qui projetait un avenir. Tu as décrété que c'était insuffisant. Tu as décidé que je n'étais pas à la hauteur. Tu as troqué tout ça pour le grand frisson. Alors, ça donne quoi? La question est restée en suspens. La réponse était devant moi, en loque sur mon perron. Je sais que tu m'en veux. Je ne t'en veux pas. La colère est un sentiment encore trop proche de l'attachement. Je n'ai plus d'investissement émotionnel en toi. Je suis simplement passé à autre chose. Je ne suis plus ton parachute, ton banquier ou ton sauveur. Clara s'est légèrement effacée derrière moi. Tu veux savoir ce que disent les statistiques sur les femmes qui quittent leur mari pour un mirage? Ai-je repris. 73% le regrettent avant un an. 68% finissent dans une précarité financière bien plus grande. Et ma préférée, 81% des relations nées d'une trahison ou d'un divorce précipité s'effondrent en moins de 2 ans. Elle est devenue livide. Comment tu sais tout ça? Parce que contrairement à d'autres, je me documente avant de prendre des décisions capitales. J'ai vérifié tout ça après ton départ, par pure curiosité intellectuelle. Il s'avère que tu es d'une banalité affligeante, mais pas de la façon dont tu m'accusais de l'être. L'ironie était totale. Elle m'avait fui pour échapper à la prévisibilité, pour finir par devenir une statistique, le résultat le plus prévisible pour quelqu'un qui confond agitation et vie intense. Alors,
bravo, ai-je conclu en reculant. Tu fais maintenant partie de ces épouses qui pensaient que l'herbe était plus verte ailleurs, pour finir par réaliser qu'elles ont mis le feu à leur propre jardin. Tu n'es ni spécial, ni unique. Tu es juste un exemple de plus de ce qui arrive quand on prend la paix pour de l'ennui. S'il te plaît, a-t-elle tenté une ultime fois? On ne peut pas au moins rester en bons termes? Me conseiller pour repartir? Je l'ai regardé longuement. J'ai vu sa détresse, son naufrage, la défaite totale d'une joueuse qui a tout misé sur le mauvais cheval. Voici mon conseil, apprends à assumer tes actes. Apprends à te reconstruire sans demander aux gens que tu as piétinés de te servir de béquille. Et la prochaine fois que tu auras quelqu'un de bien dans ta vie, ne le gâche pas sous prétexte que tu penses mériter la lune. J'ai passé mon bras autour de la taille de Clara. Maintenant, si tu veux bien, nous allons dîner dans ma maison, que je peux payer parce que je ne finance plus les caprices de quelqu'un qui méprise mon argent mais adore ma sécurité. J'ai commencé à fermer la porte, puis j'ai ajouté, « Oh, et si tu reviens traîner ici, ou si tu me suis encore, je dépose une main courante. » Non pas par peur, mais parce que le harcèlement est puni par la loi et que j'ai mieux à faire que de gérer tes remords. J'ai fermé et verrouillé la porte. Par la fenêtre, je l'ai vu rester immobile un instant, avant de s'éloigner lentement, vaincu. Clara m'a regardé, entre respect et saisissement. C'était violent. C'était nécessaire, ai-je répondu. On ne comprend parfois qu'en touchant le fond, et il faut parfois y rester un moment pour réaliser comment on y est descendu. Elle a acquiescé. Tu penses qu'elle va lâcher l'affaire? Je pense qu'elle a compris que certains ponts ne se reconstruisent pas une fois qu'on a craqué l'allumette. Nous sommes retournés en cuisine. Pas de drame, pas d'urgence. Juste deux adultes préparant un repas et leur soirée. Dehors, Julie s'en allait dans une voiture de fortune. À l'intérieur, je savourais un moment avec quelqu'un qui appréciait la vie que j'avais bâtie. La différence était radicale et définitive.